Les vieilles dames n'ont pas besoin de vacances, a dit ma belle-fille. Je leur ai réservé un voyage avec mes poings. C'était un mardi. Lumineux, chaleureux, ordinaire jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Nous étions réunis dans le salon, tous les 3 mois, mon fils Matthew et sa femme, Tara. Eden, leur petit garçon, était à l'école. Je revenais de la poste et déposais un sac de courses lorsque la question de leur prochain voyage à l'île Maurice a été évoquée. Les yeux de Tara se sont illuminés tandis qu'elle parcourait les photos sur son téléphone. Le bleu infini de l'océan et du ciel, des peignoirs blancs sur des transats, des cocktails encadrés comme des œuvres d'art. Ce complexe a même un restaurant sous-marin, a-t-elle dit en montrant Matthew. Vous imaginez? Matthew hocha la tête avec un sourire discret. Il a l'air magnifique. Je souris aussi. C'est vrai. Vous allez adorer tous les deux. Je n'y suis jamais allée, mais j'ai lu des choses à ce sujet. C'est censé être magnifique. Tara leva les yeux. Pas vers moi. À travers moi. Puis elle le dit. Les vieilles femmes n'ont pas besoin de vacances. Elle ne le dit pas avec malice. Elle ne le dit même pas à voix haute. Elle le dit comme si elle expliquait la gravité, quelque chose d'évident, d'accepté, d'incontestable. Mon sourire se figea. Matthew se déplaça. Il regarda ses chaussures. Je baissai les yeux sur mes mains, tenant toujours un régime de banane. Dis-je doucement. Juste ça. Un bruit. Un souffle. Un bleu dans la poitrine. Avant de continuer, commentez d'où vous regardez et abonnez-vous. Nous adorons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Ce n'était pas à propos du voyage. Je ne m'attendais pas à être invité. Ils avaient économisé pour ça. Ils l'avaient planifié. Ils en avaient rêvé ensemble. Je n'étais plus que la personne supplémentaire dans la maison, la chaise d'appoint qu'ils pensaient parfois à mettre à table. Mais c'était comme ça qu'elle le disait. Les vieilles femmes n'ont pas besoin de vacances. Comme si la joie avait une date de péremption. Comme si le plaisir était quelque chose que j'avais épuisé depuis longtemps, et que maintenant, mon rôle était d'aller discrètement chercher Eden à l'école et de préparer le dîner pendant qu'elle vivait la vraie vie. Matthew ne dit rien. Il le faisait rarement quand Tara parlait ainsi. Et moi, eh bien, je n'ai pas discuté. Ça aurait donné trop de force aux mots. Au lieu de cela, j'ai fini de décharger les courses. Plus tard dans la soirée, j'ai fait la vaisselle pendant qu'elles faisaient leur bagage. Leurs rires résonnèrent dans le couloir. Des phrases comme « J'ai hâte d'essayer ce truc de massage » et « Tu crois qu'ils vont nous surclasser ?» flottaient dans l'air, légères comme des bulles de savon. Je me suis essuyé les mains et suis montée à l'étage. Dans ma petite chambre, la chambre d'amis qui était devenue la mienne à jamais, je me suis assise au bord du lit et j'ai contemplé la vieille photo d'Emeka et moi. Prise lors de notre voyage au Ghana, il y a presque 35 ans. Il m'avait surprise avec ça, 2 nuits, un lodge, pas d'enfants. Juste nous et la brise de l'Atlantique. Il croyait que la joie ne se mérite pas seulement, elle doit être honorée. Même dans la vieillesse. Surtout dans la vieillesse. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et l'heure est préparé le petit déjeuner. À Camus et à Cara. Non pas parce qu'ils me le demandaient, ils ne le faisaient jamais, mais parce que je trouvais encore des petites façons d'aimer dans une maison qui oubliait souvent ma présence. Tara en prit une bouchée. Même l'épicé. Tu as encore mis du poivre, non? Je le fais toujours, dis-je. Elle ne répondit pas. Elle prépara leur valise pendant que Matthew essayait de connecter l'enceinte Bluetooth à son téléphone. N'oubliez pas votre crème solaire, leur rappelai-je. Tara ne leva pas les yeux. D'accord. Matthew se tourna vers moi. On revient dans une semaine. L'école d'Eden a ton numéro. Tu connais la chanson. J'ai hoché la tête. J'ai toujours su la chanson. Après leur départ, la maison était silencieuse. J'ai nourri Eden, je l'ai aidé à faire ses devoirs, j'ai écouté ses histoires. C'était un garçon adorable. Perspicace aussi. Il m'a dit un jour que je sentais le pain chaud et quelque chose de vieux, comme les livres. J'ai pris ça comme un compliment. Le soir, quand il s'est endormi, je me suis assise sur la véranda et j'ai écouté le vent souffler dans le manguier. Mon téléphone a vibré une fois. Une photo de Tara. 2 cocktails trinquant au bord de l'océan. Pas de légende. Juste l'image. Comme pour dire, voyez ce dont vous ne faites pas partie. Je l'ai regardé une seconde, puis je l'ai supprimé. Jeudi, j'avais pris ma décision. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon ancien compte de compagnie aérienne. Au fil des ans, j'avais accumulé des points,
principalement grâce à des voyages d'affaires lorsque j'étais plus jeune, en tant qu'enseignante, et à des conférences à Abuja, Nairobi et Johannesburg. Je ne les ai jamais utilisés. J'ai toujours pensé les garder pour quelque chose d'important. Et maintenant, j'avais quelque chose d'important en tête. Quelque chose de calme. Simple. Et rien que pour moi. J'ai cherché des vols. J'ai cherché une vieille maison d'hôte à Obudu dont j'avais entendu parler. Puis j'ai cliqué. J'ai réservé. J'ai utilisé mes points. Sans tambour ni trompette. Pas besoin d'approbation. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. 2 robes. Un foulard. Mon thé préféré. Le livre qu'Emeka m'a offert avant de mourir. Une chambre à soi. J'ai laissé un mot pour l'école d'Éden et rempli le congélateur de ragoût pour le week-end. Puis j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai pris un taxi pour l'aéroport. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai pris l'avion, non pas pour quelqu'un d'autre ni pour le travail, ni pour la famille, ni pour le devoir mais pour moi. J'ai regardé les nuages par la fenêtre tandis que nous montions. Et j'ai souri. Parce que les vieilles femmes n'ont peut-être pas besoin de vacances. Mais nous les méritons. La route menant à la maison d'hôte d'Obudu serpentait comme un ruban à travers de douces collines. J'étais assis à l'arrière du taxi, la vitre à moitié baissée, laissant le vent me caresser le visage. L'air était plus pur, moins lourd. Il ne sentait ni l'assouplissant, ni l'huile de friture, ni le silence fatigué. Il sentait l'écorce de manguier, le vieux pin et quelque chose de plus ancien, comme le souvenir. Le chauffeur, un jeune homme avec une cicatrice joyeuse au menton, me lançait des regards incessants. « Madame, vous dites bien que vous êtes la seule à faire ce voyage. » J'ai souri. « Oui, j'en suis sûre. » Il a hoché lentement la tête, comme s'il hésitait entre fierté et tristesse pour moi. Mais je n'étais pas triste. Pour une fois, je ne faisais pas les courses. Je n'essayais pas d'être utile. Je n'attendais pas d'être inclus. J'étais simplement, en route. La maison d'hôte était parfaite. Pas luxueuse. Juste honnête. Un complexe circulaire de 6 huttes au toit de tôle rouge et aux larges vérandas. Des poules se dandinaient devant l'entrée comme si elles étaient les maîtres des lieux. Une femme nommée Tante Busy tenait la cuisine. Elle portait un pagne assorti à son foulard et avait une voix d'igname chaude. « Tu es venue seule ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Elle a ri. « Alors tu as déjà fait preuve de courage. » Ma chambre n'avait ni télévision, ni climatisation, juste un ventilateur de plafond qui bourdonnait comme une vieille berceuse et un lit qui sentait légèrement la lavande et le pétrole. Mais oh, il y avait une vue. La fenêtre donnait sur une étendue de verdure qui plongeait dans la brume, puis s'élevait vers le ciel. J'avais l'impression de me tenir dans un soupir. Ce soir-là, j'ai enroulé mon écharpe, je me suis assise sur la véranda et j'ai bu du thé. Du vrai thé. Des feuilles, infusées lentement. J'ai regardé le ciel se colorer d'or, puis de bleu, puis d'encre. Et je n'ai pas pensé à Matthew, ni à Tara, ni même à Eden. Je pensais simplement à la femme que j'étais. Et au chemin qu'elle avait parcouru pour se sentir en apesanteur, pour une fois. Le lendemain matin, je me suis réveillée au chant des oiseaux. Pas le chant aigu des pigeons des villes. Mais une mélodie douce, subtile, sauvage. Je me suis promenée sous les arbres. J'ai croisé un groupe d'écoliers qui agitaient des brindilles et riaient en apercevant des lézards. Une fille m'a arrêtée. « Êtes-vous enseignante ?» a-t-elle demandé. J'ai marqué une pause. Je l'étais. Il y a longtemps. Tu en as toujours l'air. J'ai ri. Peut-être que certains rôles ne vous quittent pas. Peut-être qu'ils s'inscrivent dans votre mémoire. Après le déjeuner, j'ai rejoint un cercle de contes sous le manguier. Les anciens étaient assis sur des nattes tressées, les enfants blottis à leurs pieds, les yeux écarquillés. Un homme à la barbe couleur de pluie racontait l'histoire d'une chèvre qui avait trompé un roi. J'écoutais. Vraiment. Non pas parce qu'on attendait de moi que je le fasse. Mais parce que je le voulais. Et lorsqu'ils demandèrent si quelqu'un d'autre avait une histoire à raconter, je levai la main. Leurs regards se tournèrent vers moi. Et je commençai. J'ai connu une femme, dis-je, qui a élevé une famille, a perdu son mari et est devenue invisible non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'on a cessé de la regarder. Ils ont écouté. Même les enfants. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dramatisé. J'ai juste dit la vérité, la douce et douloureuse vérité qui vous habite. Et quand j'ai eu fini, Tante Busy a applaudi. Et, tu es venu ici avec plus que des bagages. Tu es venu avec la lumière. J'ai souri.
Parce que c'était peut-être le cas. Cette nuit-là, allongée dans mon lit sous une moustiquaire et un ciel étoilé, j'ai pensé à Emeka. Je l'ai imaginé assis à côté de moi, secouant la tête avec ce sourire discret. Tu vois, aurait-il dit. Tu as toujours eu une carte en toi. Tu as juste oublié de la suivre. Je me suis tournée sur le côté et j'ai laissé le souvenir m'envahir. Parce que parfois, la mémoire suffit. Parfois, c'est plus que suffisant. De retour à la maison, je ne savais pas ce que Tara et Matthew faisaient. S'ils avaient remarqué le ragoût que j'avais congelé pour eux, étiqueté et empilé comme des offrandes. S'ils avaient remarqué que la maison semblait plus vide pas seulement en son, mais aussi en âme. Mais je n'avais pas besoin de le savoir. Il ne s'agissait pas d'eux. Plus maintenant. J'ai séjourné à la maison d'hôte pendant 3 jours. Chaque matinée commençait par du PAP et de l'akara, servi chaud avec le sourire. Chaque soirée se terminait par une nouvelle histoire, ou une danse lente au son d'une flûte que quelqu'un apportait toujours au feu. À la fin du voyage, j'avais un nouveau surnom, Mama Sky. Parce que tu regardes souvent en haut, disait un enfant. J'aimais ça. J'avais passé trop de temps à regarder en bas. Les éviers. Les sols. Les listes de courses et les factures impayées. J'ai levé les yeux. Et tout m'a semblé différent. Le dernier jour, alors que je faisais mon sac, tante Busy est entrée dans la pièce et m'a tendu une petite calebasse enveloppée de raffia. Pour la paix, a-t-elle dit. Pour te rappeler ce que tu sais déjà. Je l'ai serré contre moi. Parce que je savais maintenant. Que ma vie n'avait pas besoin d'être petite. Que je n'avais pas besoin de rapetisser pour rentrer chez quelqu'un d'autre. Que le repos n'était pas une récompense, c'était un droit. Même pour les vieilles femmes. Surtout pour les vieilles femmes. Je suis rentrée tard un dimanche après-midi. Le ciel au-dessus des Nugus était doux et couvert, comme s'il hésitait à briller pleinement. Mon taxi serpentait à travers les rues familières, les nids de poules que je connaissais par cœur, le tronçon de la rue des boulangeries qui sentait toujours le beurre, et l'église au coin de la rue où les enfants couraient après la messe. En entrant dans la maison, j'ai senti la différence avant même de poser mon sac. L'air était vicié. Pas faute de nettoyage, non. Tara gardait tout en ordre chirurgicalement. Mais il manquait le parfum de la vie. De quelqu'un qui s'en occupait avec soin. Le ragoût était toujours intact dans le congélateur. Le riz dans le placard n'avait pas été ouvert. La seule chose qui avait changé était la couche de courrier éparpillée sur la table d'entrée et le silence. Pas d'Éden. Pas de musique. Pas de rire. Juste le doux bourdonnement du réfrigérateur et le bruit d'une femme rentrant chez elle, dans un endroit qui n'était plus le sien. Je suis montée à l'étage, j'ai traversé le couloir rempli de photos. Leurs photos de mariage, le premier jour d'école d'Éden, ce portrait soigné en studio de toute la famille, sans moi. Je me suis toujours dit que cela ne me dérangeait pas. Mais maintenant, après 3 jours passés à être vue, vraiment vue, l'absence me frappait plus fort qu'avant. Comme un espace que j'avais appris à ignorer. Je suis allée dans ma chambre. J'ai défait mes bagages lentement. J'ai accroché mon emballage au crochet. J'ai ouvert la fenêtre. Et je suis restée plantée là. Laissant le soir s'infiltrer à travers les rideaux. Ils sont revenus ce soir-là. Vers 21h. J'ai d'abord entendu les pneus, puis les pas d'Éden remontant l'allée. Puis des voix. Rire. Fatigué, tendu. Je suis restée dans ma chambre. Laissez-les s'installer. Je ne suis ressortie que lorsque j'ai entendu le tintement des verres à vin dans la cuisine. J'ai trouvé Tara là, pieds nus, les cheveux relevés dans un foulard, sirotant quelque chose dans un verre à long pied. « Oh, dit-elle. Tu es de retour. »« Je suis de retour. » Elle a légèrement incliné la tête, scrutant mon visage. « Tu es allé quelque part. » J'ai hoché la tête. « Au Budu. 3 nuits. » Elle a cligné des yeux. « Oh. » Silence. Puis, « Tu as emmené Éden. »« Non. J'ai laissé du ragoût. J'ai appelé l'école. Il allait bien. » Elle n'a pas répondu. Elle a juste pris une autre gorgée de vin. Matthew est alors entré, son téléphone à la main, riant de quelque chose. Il s'est arrêté en me voyant. « Oh. Maman. Dis-moi. Tu es de retour ? » « Oui. »« Tu es allé quelque part. » J'ai hoché la tête à nouveau. Juste une petite pause. Il s'est gratté la nuque. « Oh. D'accord. Cool. Cool. » Comme si je revenais du marché. Ils ne m'ont pas demandé où j'étais. Ils ne m'ont pas demandé ce que j'avais fait.
Ils ne m'ont pas demandé pourquoi j'étais partie. Ce n'était pas de l'impolitesse. C'était une habitude. Le genre de comportement qui fait croire aux gens que quelqu'un est toujours là, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le lendemain, Tara se précipitait pour une réunion et s'arrêta à la porte. « Au fait, dit-elle, tu peux venir chercher Eden aujourd'hui? J'ai un appel tardif. » J'ai levé les yeux de mon thé. « Je ne peux pas. » Elle s'est arrêtée. « Quoi? » « J'ai des projets. » Elle m'a regardé fixement. « Quel projet? » Je n'ai pas bronché. Je me suis inscrite à un club de lecture. On se retrouve le mardi maintenant. Elle a ri, sans méchanceté. Juste confuse. D'accord, mais... Je ne suis pas disponible, ai-je répété doucement. Tu devrais peut-être trouver quelqu'un d'autre aujourd'hui. Elle a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée. Une lueur a brillé dans ses yeux, pas de colère. Pas encore. Juste de l'incertitude. Comme si elle rencontrait quelqu'un pour la première fois. Quelqu'un qui avait été invisible, mais qui prenait maintenant de la place. Ce soir-là, j'étais assise en cercle avec 6 femmes sur des chaises en plastique au sous-sol de la salle paroissiale. Elles avaient entre 50 et 72 ans. Des veuves. Des tantes. Des directrices d'école à la retraite. Nous avons lu à voix haute des extraits de Purple Hibiscus et discuté du silence. Celui qui s'installe entre les membres d'une famille comme un meuble. Quand mon tour est venu, j'ai partagé mes réflexions. Je crois que parfois, les gens pensent que tu es silencieux parce que tu n'as rien à dire, ai-je dit. Mais en vérité, on ne nous entend pas toujours. Une femme en face de moi, Maman Keshi, a applaudi doucement. Je l'ai ressenti. Nous l'avons tous ressenti. Plus tard dans la semaine, Matthew entra dans ma chambre. C'était rare. Il se tenait maladroitement près de la porte, la main sur le cou. « Je ne savais pas que tu partais en voyage, dit-il. J'ai souri faiblement. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Il baissa les yeux au sol. Je suppose que j'ai juste supposé. Que je serais toujours là. Discret. Disponible. Il hocha la tête. Je soupirai. Pas de colère. Juste, fatigué. J'ai passé 30 ans à me mettre au second plan, Matthew. Pour toi. Pour cette maison. Mais je commence à me rappeler que j'ai le droit de vivre aussi. Il hocha de nouveau la tête. Et cette fois, je l'ai vu. Un petit garçon sous l'homme. Honteux. Mais à l'écoute. Ce dimanche-là, je suis allée à la communion. J'ai porté mon peignoir corail. J'ai mis du parfum sur mon poignet. Quelqu'un m'a demandé où j'étais passée toute la semaine. J'ai souri. Dehors. Où dehors? Habitants. Ils ont ri. Mais je ne plaisantais pas. De retour à la maison, Tara a réessayé. On va à un mariage le mois prochain au Cap, a-t-elle dit au dîner. Tu pourrais peut-être encore rester chez Eden. J'ai mâché lentement. Posé ma fourchette. J'ai déjà réservé mon voyage. Elle a cligné des yeux. Oh. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Je te dirai quand ce sera fait. Parce que le truc avec la joie, c'est qu'une fois qu'on sait comment la goûter, on cesse de se demander si on la mérite. On continue à la goûter. Une cuillerée à la fois. Tout a commencé avec les pantoufles. Doux, brodés, confortables. Je les avais achetées lors de ce voyage à Obudu, à une marchande qui m'avait dit « Même tes pieds méritent d'être caressés ». Ils étaient bordeaux avec de minuscules fleurs dorées brodées dans le tissu. Je les gardais près de mon lit, les portais le matin pour préparer le thé et le soir pour me brosser les cheveux. Un matin, ils avaient disparu. J'ai cherché sous le lit, sous la commode, vérifié le couloir. Rien. Plus tard, je les ai retrouvés au pied de Tara. Elle se tenait près de l'évier de la cuisine, fredonnant tout en remuant quelque chose dans une casserole. Ses talons s'enfonçaient dans mes pantoufles comme si elles lui appartenaient de naissance. « Tara, dis-je doucement. Ce sont les miennes. » Elle baissa les yeux. « Oh. Désolée. Je croyais qu'elles étaient juste, ici. » Elles étaient. Dans ma chambre. Elle émit un petit rire. Je ne pensais pas que ça avait d'importance. Mais si. C'était important, car c'était la première chose que je m'achetais depuis des années qui n'était ni en solde, ni nécessaire, ni offerte. Juste quelque chose de doux. Quelque chose de beau. Quelque chose de personnel. J'ai pris une inspiration et je l'ai retenue. Puis j'ai expiré sans dire un mot. Après cela,
de petites choses ont commencé à changer. Pas de moi, mais autour de moi. Tara a commencé à vérifier le réfrigérateur plus souvent. Elle a commenté le goût, différent, des choses. Elle a demandé si Eden pourrait peut-être mettre moins d'huile rouge dans son ragoût la prochaine fois. J'ai lu que ce n'est pas bon pour les enfants, a-t-elle ajouté. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas discuté. Mais la fois suivante où j'ai fait du ragoût, j'ai quand même ajouté l'huile rouge. Parce que c'est comme ça qu'Eden l'aimait. Et quand il eut fini son assiette, il se lécha les doigts et murmura « Grand-mère, c'est comme quand j'étais petit. » Cela me fit sourire. Il n'avait que 8 ans. Mais, quand j'étais petit, avait un sens. Cela signifiait du réconfort. Tara remarqua le changement, même si elle ne savait pas le nommer. Un soir, je la croisai dans le couloir et elle me dit, en plaisantant à moitié, « Tu es devenue très indépendante ces derniers temps. » J'ai haussé un sourcil. C'est un problème. Elle hésita. Non, non. C'est juste, nouveau. J'ai hoché la tête. Nouveau pour toi. Pas pour moi. J'ai commencé à passer plus de temps hors de la maison. Au marché. Au club de lecture. Au centre communautaire où j'aidais à traduire des documents pour les femmes âgées qui ne parlaient pas assez bien anglais pour remplir les formulaires d'hôpital. Je portais désormais mes robes corail avec assurance. Je les ai assorties à un rouge à lèvres que Tara a un jour trouvé, trop vif, pour mon âge. Et je marchais plus droite. Non pas parce qu'on me regardait. Mais parce que ça m'était égal. Un samedi, Eden est entré dans ma chambre avec son bloc à dessin. Il travaillait sur un projet scolaire. Dessine quelqu'un que tu admires. Il est monté sur mes genoux sans demander mon avis et m'a montré le dessin. C'était une femme aux cheveux blancs et à la jupe ample, debout sur une montagne. C'est toi, a-t-il dit. J'ai dégluti. Pourquoi suis-je sur une montagne? Parce que tu es grand. Genre, pas gros, mais grand et important. J'ai souri. Et je l'ai serré si fort dans mes bras qu'il en a laissé tomber son crayon. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda avec mon thé et j'ai regardé les étoiles. Les mêmes étoiles qui avaient contemplé ma jeunesse. La jeune fille qui avait épousé Emeka à 22 ans. La femme qui avait élevé Matthew avec plus de prières que d'argent. La veuve qui était restée dans cette maison parce qu'elle pensait que c'était le seul endroit qui lui restait. Et maintenant, cette femme. Toujours là. Mais pas la même. À l'intérieur, j'entendais Tara et Matthew discuter. Leur voix était basse, mais les murs étaient minces. Je ne sais pas ce qui lui prend, dit Tara. Elle vit simplement sa vie, répondit Matthew. Il y eut un silence. Elle ne sortait jamais autant avant. Un autre silence. Ce n'est pas ta femme de ménage, Tara. Un silence plus long. Puis le silence. Le lendemain, Tara était tout sourire. J'ai préparé des œufs brouillés supplémentaires pour le petit déjeuner. J'ai laissé une nouvelle paire de pantoufles devant ma porte. Bordeaux, encore. Mais pas pareil. Celle-ci était moins chère, avec des coutures plus grossières. Un geste, peut-être. Mais pas une reconnaissance. Pas des excuses. J'ai quand même dit merci. Parce que parfois, même les demi-efforts demandent des efforts. Plus tard dans la semaine, le club de lecture m'a invité à animer une séance. J'ai choisi une histoire de Chimamanda, celle d'une femme qui redécouvre son pouvoir après des années d'invisibilité. Je l'ai lue à voix haute. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Et quand j'ai eu fini, les femmes ont applaudi doucement. L'une d'elles a dit, « Tu devrais écrire ta propre histoire. » J'ai souri. Je la vis déjà. À la maison, j'ai posé un petit carnet sur ma table de nuit. Des pages blanches. Un nouveau stylo. Je ne savais pas ce que j'allais écrire. Mais je savais que je le ferais. Parce que les vieilles femmes n'ont pas seulement besoin de vacances. Elles ont besoin de chapitres. Pas ceux écrits pour elles, mais par elles. Ils se trouvaient dans un endroit des plus ordinaires, le tiroir du couloir. Je cherchais un stylo en état de marche. Le bleu sur la table à manger était épuisé, et j'avais promis à Eden que nous finirions ses cartes de remerciement d'anniversaire avant la fin de la semaine. Il était à l'école. Tara était partie acheter des décorations. Matthew était au travail. La maison était calme, ensoleillée, chaleureuse. J'ai ouvert le tiroir à côté du distributeur d'eau, celui que Tara appelait son « espace d'hiver ». Un tamas de reçus, de coupons périmés et de piles qui ne fonctionnaient plus depuis des années. Je le feuilletais quand je l'ai vu. Une brochure. L'Achésie d'Avenne,
résidence senior avec style. Au début, j'ai cru qu'il était arrivé par la poste une de ces publicités de masse qui montrent des vieilles femmes souriantes jardinant en pull pastel. Mais non. Ce n'était pas qu'une simple publicité. Il y avait un post-it, de la main de Tara. Appeler pour planifier une visite, demander la suite d'angle. Je la tenais dans mes mains comme si elle brûlait. Mon esprit se vida. Puis se remplit. Puis de nouveau. Un établissement? Ils envisageaient de m'expulser? Je m'assis à la table à manger, la brochure toujours ouverte sur mes genoux. Ce n'était pas juste une maison. C'était une décision prise sans moi. Un plan murmuré dans les coins où je n'étais pas invité. Je regardais les visages sur la brochure, toute cette joie forcée, toute cette indépendance mise en scène, et ce fut comme un enterrement de ma liberté. Est-ce que c'était leur plan depuis le début? Était-ce pour cela que Tara avait commencé à remarquer tout ce que je cuisinais, tout ce que je portais, la façon dont j'étais soudainement trop visible chez moi? Avais-je pris trop de place? L'ironie était amère. Ils étaient à l'île Maurice, sirotant des cocktails sur des balcons à débordement, tandis que j'étais dans une maison d'hôte tranquille, cherchant à respirer, et maintenant ça? Une maison de retraite. Une suite d'angles. Comme si j'étais quelque chose qu'il fallait ranger soigneusement. Proprement. Avec des étiquettes. Vieux. Terminé. Rangé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste replié la brochure, lentement, et je l'ai glissée dans la poche de mon emballage. J'ai quand même préparé le ragoût. J'ai ajouté assez de feuilles parfumées pour rappeler à Eden son enfance. Et quand Tara est revenue, sac au poignet, souriant à la vue des ballons colorés et des gâteaux personnalisés, j'ai souri aussi. Parce qu'elle ne savait pas encore que je savais. Et cela, étrangement, m'a donné plus de pouvoir que je n'en avais eu depuis des années. Au dîner, je les ai observés tous les deux attentivement. Matthew était fatigué, distrait. Tara a parlé des plans de table et du nombre d'invités végétaliens qu'il pourrait avoir à la fête. Je me suis demandé s'ils avaient déjà choisi le mois où je serais transférée. Peut-être après l'anniversaire d'Eden? Avant la rentrée? Attendrait-il que je trébuche dans l'escalier? Ou était-ce simplement suffisant d'être en vie et gênant? Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre et j'ai remis la brochure à la main. J'ai passé mon doigt sur la page qui décrivait les repas communautaires et les points bien-être. Il voulait dire horaire contrôlé, couvre-feu, pas d'échappatoire à la maison d'hôte, pas de manguier, ni de club de lecture, ni de dessin de petits-enfants. Juste des couloirs beiges et des soirées bingo. Ça pourrait convenir à quelqu'un d'autre. Mais pas à moi. Le lendemain matin, je me suis occupée de tout normalement. J'ai préparé le déjeuner d'Eden. J'ai arrosé la plante près de la fenêtre dont Tara oubliait toujours qu'elle était vivante. J'ai même disposé leur tasse à café, comme toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était fendu en deux. Cette maison, cette famille n'était plus un lieu où je vivais. C'était un lieu de passage. Un couloir entre celle que j'avais été et celle que je devenais. Au club de lecture ce soir-là, je n'ai pas mentionné la brochure. Mais j'ai lu à voix haute un passage de mon nouveau carnet. L'histoire d'une femme qui portait des pantoufles bordeaux et quittait la maison un mardi sans dire à personne pourquoi. Les femmes ont applaudi. Quelques-unes se sont essuyées les yeux. C'est de la fiction, a demandé l'une d'elles. Peut-être, ai-je dit. Mais nous savions tous que ce n'en était pas une. Quand je suis rentrée, Matthew m'attendait dans le salon. Ses yeux semblaient fatigués. J'ai entendu dire que tu étais occupée, dit-il. En effet. Club de lecture. Bénévolat. Voyage. J'ai hoché la tête. Il s'est frotté les mains comme un garçon qui demande la permission. Je voulais juste te dire que tu n'as rien à prouver. Tu en as fait assez. Je l'ai regardé longuement et intensément. Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, ai-je dit doucement. Je suis enfin en vie. Il ne savait pas quoi faire de ça. Alors il n'a rien dit. Et ça a suffi. Mais ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai repensé à l'écriture de Tara sur ce post-it. Cette simple instruction. Appeler pour planifier une visite. Cela a résonné dans mon esprit comme une sonnette à laquelle personne ne voulait répondre. Et j'ai su alors que quelque chose devait changer. Pas un changement brutal. Pas un changement radical. Juste un changement. Une réorientation. Parce que s'il planifiait un avenir sans moi, je m'assurerais de le planifier d'abord. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin.
Avant même que les oiseaux n'aient entamé leur chant habituel devant la fenêtre de la cuisine. Avant qu'Eden ne remue dans ses draps. Avant que les talons de Tara n'entament leur claquement sec dans le couloir. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai contemplé l'armoire. Non pas pour la ranger, mais pour me souvenir. Cette armoire m'avait suivi à travers 3 maisons. Pendant que j'élevais seul un garçon. Pendant le deuil d'un homme parti trop tôt. À travers toutes les versions de moi-même que j'avais discrètement dépassées. Maintenant, elle me semblait trop pleine. De vêtements, certes. Mais plus que ça, d'anciennes versions de moi-même qui ne me convenaient plus. J'ai fait du thé en silence. Je n'ai pas allumé la radio comme d'habitude. Elle ne fredonnait pas. Je suis restée là, plantée là, dans la lumière jaune pâle de la cuisine, ma tasse à la main, à réfléchir. La brochure était toujours dans mon tiroir. Je ne l'avais pas jetée. Non pas parce que j'avais prévu d'y aller. Mais parce que j'avais besoin d'y jeter un coup d'œil de temps en temps, pour me rappeler que je n'étais pas folle, que ce n'était pas un rêve que j'avais inventé. Que quelqu'un avait vraiment envisagé de m'envoyer au loin. Quelqu'un que j'avais intégré à ma vie comme une fille. À 8h15, Tara entra dans la cuisine. Rouge à lèvres vifs, comme toujours. Queue de cheval serrée. Elle était au téléphone, riant d'une remarque de sa collègue. Elle me jeta un coup d'œil, mais ne mit pas fin à son appel. Elle murmura simplement « Bonjour » et se servit un café. Puis elle disparut. Aucun contact visuel. Aucune conversation. Juste, la routine. Comme si rien ne s'était passé. Comme si je ne portais pas le poids de son secret dans ma poitrine comme une encre. Matthew n'était pas très différent. Il dit son habituel « Bonjour, maman » en allant aux toilettes, mais sa mâchoire était tendue. Peut-être qu'il savait. Ou peut-être qu'il ne voulait pas savoir. Parce que c'était le genre d'homme que mon fils était devenu. Ni cruel, ni froid, mais complice de son propre silence. J'ai passé le reste de la journée à penser à l'espace. L'espace que j'occupais dans cette maison. La cuisine, où je cuisinais. La chambre d'amis, qui était censée être la mienne, mais qui était peu à peu devenue un espace de rangement pour les vêtements d'hiver de Tara. Le jardin, où je cultivais des gombos avant que la piscine gonflable d'Eden ne soit installée dessus. J'ai réalisé que je n'habitais pas ici. J'existais ici. Plus tard dans la semaine, un événement s'est produit qui a tout confirmé. En rentrant du marché, je trouvai 2 inconnus dans le salon. Un homme et une femme. Tous 2 en tenue professionnelle décontractée, le genre de tenue que l'on adopte pour paraître amical mais autoritaire. Tara leur servait du jus. Elle ne s'attendait pas à ce que j'entre. « Oh, maman » dit-elle rapidement, d'un ton un peu trop aigu. « Ce sont des amis de l'église. On prend des nouvelles. » Mais la femme tenait la brochure. La même brochure. Mon cœur s'arrêta net. Matthew entra du jardin, vit la scène et s'arrêta net. Personne ne dit un mot pendant un moment. Puis je dis doucement, « Ce n'est rien. Je ne vous interromps pas. » Et je me dirigeai directement vers ma chambre. Fermai doucement la porte. M'assis au bord du lit. Et pour la première fois depuis longtemps, laissa couler une larme. Non pas parce que j'étais blessée. Mais parce que j'y croyais enfin. Ce n'était pas ma maison. Ce n'était plus ma famille, pas comme avant. J'étais devenue gênante. Et les désagréments, dans cette maison, étaient gérés comme un conflit d'horaires. Supprimés. Réorganisés. Réaffectés. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit quelque chose de nouveau. Certains diront que c'est égoïste quand tu cesses de te faire discret pour eux. Mais en vérité, ce n'est que le premier souffle que tu prends depuis des années. Je l'ai souligné 2 fois. Parce que je savais ce qui allait suivre. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Mais cette fois, je l'ai servi avec soin, rien que pour moi. Je n'ai pas laissé d'akara supplémentaire dans le réchaud. Je n'ai pas coupé les fruits d'Éden comme il le souhaitait. Je me suis assis à table et j'ai mangé lentement. Et quand Tara a demandé, « Il n'y a plus de plantain ?» J'ai simplement répondu, « Pas aujourd'hui. » Elle a cligné des yeux. Puis elle a hoché la tête. Un court instant. Mais qui a tout marqué. Après le petit déjeuner, je me suis assis avec Eden pendant qu'il dessinait dans son carnet. Il dessinait un lion cette fois. « Grand-mère, a-t-il dit. Les lions se lassent-ils jamais d'être en cage ?» Je l'ai regardé attentivement. « Parfois, ai-je dit. Mais les plus malins se souviennent où est la porte. » Il a hoché la tête. Et a continué à dessiner.
Cet après-midi-là, j'ai appelé une agence de voyage. C'était la même femme qui avait réservé mon voyage à Obudu. Rebonjour, maman, dit-elle joyeusement. Tu reviens pour plus de calme et de tranquillité. J'ai souri. Oui. Mais cette fois, je ne reviens pas après 3 jours. Elle marqua une pause. Oh. Compris. Allez simple. Oui, dis-je. Allez simple. Je n'en ai parlé à personne ce jour-là. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai rien laissé entendre. Mais intérieurement, la décision était ancrée. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas un drame. C'était simplement une femme qui se choisissait elle-même avant que quelqu'un d'autre ne choisisse pour elle. J'ai attendu 3 jours de plus. Non pas par incertitude, mais parce que je voulais partir en bonne santé. Cela a toujours été important pour moi, la dignité. La grâce. J'avais passé ma vie à apprendre à sortir d'une pièce sans claquer la porte. J'ai fait une liste dans mon carnet. C'était propre, calme et plein de choses que personne ne remarquerait. Trier mes vêtements. Transférer les photos d'Eden bébé, mes copies, dans une enveloppe privée. Écrire une lettre à Mathieu. Une à Eden. Échanger mes points de fidélité. Oui, ces points. Une vie de course, de pharmacie, d'essence et d'achat en ligne, tout cela enregistré à mon nom mais utilisé pour toute la maison. Je ne m'étais jamais soucié des points auparavant. C'était juste un numéro dans une application, comme une musique d'ambiance dans un magasin. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que les mots de Tara les fassent remonter à la surface. Les vieilles femmes n'ont pas besoin de vacances. Ce qu'elle ignorait, c'est que les vieilles femmes ont la mémoire longue. Et je me souvenais de chaque instant où je me tenais au fond de la pièce pour qu'elle puisse se tenir devant. De chaque vacances où je restais pour qu'ils puissent voyager à 3. De chaque projet que j'avais mis de côté pour qu'Eden puisse aller dans une école privée que ses parents ne pouvaient pas entièrement financer sans mon aide. Alors oui. Je leur ai réservé un voyage. Avec mes points. 2 semaines plus tard, Mathieu et Tara trouveraient une enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, des cartes d'embarquement pour un week-end dans un hôtel 5 étoiles à Obudu, des crédits spa et un petit mot. Merci pour les années que nous avons partagées. Profitez de quelques jours de repos. Vous en aurez besoin. Pas de nom. Pas d'adieu. Juste du repos. Parce que je voulais qu'ils ressentent, pendant 3 jours seulement, ce que c'était que d'être pris en charge sans avoir à le demander. Mais je ne serais pas là à leur retour. Mon propre voyage était prévu pour le même week-end. Un appartement calme près de Calabar, non loin d'une petite retraite d'écriture à laquelle je m'étais inscrite. Le genre d'endroit où les femmes s'asseyaient sous les palmiers et se lisaient des histoires pendant que la soupe mijotait à proximité. Le genre d'endroit que Tara qualifierait de « frivole ». Et c'est précisément pour cela que c'était parfait. Le dernier soir, Eden m'a demandé pourquoi j'avais fait mes bagages. Je vais quelque part, lui ai-je dit doucement. Pour combien de temps? Un petit moment. Tu reviendras. J'ai marqué une pause. Je me suis agenouillée à sa hauteur. Je ne sais pas encore. Sa lèvre tremblait. Mais qui va me border? J'ai souri et je l'ai embrassé sur le front. Tu le feras. Parce que tu es courageuse. Et intelligente. Et tu sais serrer l'oreiller comme un lion. Il rigola. Puisses-tu? Je te dessinerai tous les jours. J'acquiesçai. Et je t'écrirai des lettres. Ce soir-là, alors que la maison dormait, je me suis retrouvée dans le couloir à regarder la photo de famille. Celle dont j'avais été recadrée il y a des années. Je faisais comme si ça ne me dérangeait pas. Mais ce soir-là, je l'ai décollée du mur. Pas pour la détruire. Juste pour la prendre en photo. Pour me souvenir de ce à quoi j'avais survécu. Le matin, j'ai préparé un dernier repas. Plantain frit, sauce aux œufs, porridge d'igname avec assez de feuilles odorantes pour parfumer les murs. Je n'ai pas dit grand-chose au petit déjeuner. Eux non plus. Mathieu a regardé son téléphone. Tara a parcouru ses emails. Eden a mangé avec concentration, ignorant qu'il s'agissait d'un au revoir déguisé en routine. Avant de partir, j'ai posé 3 choses sur le plan de travail de la cuisine. L'enveloppe avec la réservation d'Obudu. Mes clés de la maison. Une simple carte blanche avec seulement 5 mots manuscrits. Les vieilles femmes aussi ont besoin de joie. Alors que je roulais ma valise dans l'allée, personne ne l'a remarqué. Les oiseaux chantaient. Le soleil était haut. Et pour la première fois depuis de très nombreuses années.
Je n'avais pas l'impression d'abandonner qui que ce soit. J'avais l'impression de retrouver enfin mon moi. Ils n'ont pas appelé le premier jour. Ni le deuxième. Je le sais parce que j'ai laissé mon téléphone posé sur la table, à côté de la tasse en terre cuite que les hôtes de la retraite nous avaient offerte en cadeau de bienvenue. Il y avait écrit « Le repos vous trouve quand on cesse de le poursuivre », sur le côté. J'aimais ça. Et j'aimais le calme. Ce n'était pas vide, c'était à moi. La maison de retraite était perchée sur une colline, entourée d'arbres. Tout sentait la cannelle et la fumée de bois. Les femmes étaient gentilles. Certaines plus jeunes, d'autres plus âgées. Certaines avaient des histoires plus touchantes que les miennes, d'autres des rires à faire trembler toute la véranda. Le matin, nous écrivions. L'après-midi, nous lisions à voix haute à l'ombre d'un frangipanier. Et le soir, nous nous asseyions, les couvertures sur les genoux, à boire du thé au gingembre et à écouter les grillons. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais venue. Personne n'avait besoin de le faire. Il le voyait à ma façon d'expirer. Le troisième matin, mon téléphone a sonné. C'était Mathieu. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries complètes avant de répondre. « Maman ?» a-t-il dit, essoufflé. « Bonjour. Où es-tu » ? Je suis au calme. Il y a eu un silence. Il ne savait pas quoi faire. « Pourquoi n'as-tu pas dit que tu partais ?» Je l'ai fait. Mais pas avec des mots. Un autre silence. Puis, la maison semble vide. Elle devrait, ai-je dit doucement. Je suis partie avec moi. Il ne m'a pas demandé de revenir. Pas encore. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Puis il m'a demandé si j'avais l'intention de quitter le voyage à Aubudu. J'ai souri. C'était pour vous deux. Mais, on ne l'a pas mérité. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé les palmiers se balancer comme des danseurs. Parfois, les cadeaux ne sont pas des récompenses, ai-je dit. Ce sont des rappels. De quoi ? Que tu as été aimé librement. Il n'a plus parlé. Puis, un « merci », discret. Et nous avons raccroché. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un email de Tara. Il était bref. Glacial. On a les billets. Merci. Tu manques à Eden. On revient dimanche. Pas de chaleur. Pas d'excuses. Juste des faits. Je n'ai pas répondu. Non pas par colère. Mais parce que pour la première fois depuis des années, je ne recherchais pas la proximité. Je laissais le silence faire son œuvre. Ce soir-là, au dîner, une femme m'a demandé si j'avais des petits-enfants. J'ai hoché la tête. Il s'appelle Eden. Elle a souri. Un beau nom. Oui, ai-je répondu. Il en a un. Pendant ce temps, à la maison, les choses commençaient à se dégrader. Pas bruyamment. Mais de façon significative. L'évier goûtait, j'avais toujours su réparer la machine à laver. Le riz brûlait, Tara n'utilisait jamais le feu doux. Le linge s'accumulait, les uniformes d'Eden n'étaient jamais restés plus de 2 jours sans être lavés et repassés. Les petites choses. Mais les petites choses font un foyer. Et soudain, ils ont vu l'espace que j'avais occupé. Sans bruit. Sans demander. Tara a posté une photo sur Instagram pendant leur voyage à Aubudu. Une serviette de spa enroulée autour de sa tête. Hashtag repos bien mérité. Mais ses yeux ne souriaient pas. Et Mathieu n'était pas sur la photo. Je connaissais ce regard. C'était celui de quelqu'un qui commençait à comprendre qu'avoir un chez-soi ne se résume pas à la maison, mais à celui qui en prend soin en silence. Dimanche soir, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message photo. Eden, tenant un dessin qu'il avait fait. Une maison. Un arbre. Une femme assise en dessous, un livre à la main. La légende, de sa main. Voici la nouvelle maison de grand-mère. Elle sourit. Les larmes ont coulé avant que je puisse les retenir. Pas des larmes tristes. Des vraies larmes. Des larmes apaisantes. Parce que quelqu'un m'avait vu. Pas pour ce que je pouvais faire. Pas pour ce que j'avais donné. Juste, pour la personne que j'étais quand j'étais enfin libre. Ils revinrent d'Aubudu un lundi. Le temps à Calabar était doux, enveloppé de cette douce brume qui accompagne la pluie matinale. J'étais assis sur le porche de la maison de retraite, un morceau de pain à la noix de coco et un stylo à la main, lorsque mon téléphone vibra de nouveau. Mathieu. Je ne répondis pas tout de suite. J'ai terminé la phrase que j'étais en train d'écrire,
Certaines choses ne poussent qu'après avoir été abandonnées. Puis je répondis. Maman, dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Bonjour, Matthew. Il y eut un silence au téléphone, suffisamment long pour que j'entende le bruit de fond d'une porte qui se ferme et le rire lointain d'Eden. Je voulais juste te dire, on est de retour. Je m'en doutais. Un autre silence. On a essayé de préparer le dîner hier. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai souri doucement. De la banane plantain. Oui. Trop mou ou trop dur? Trop noir. Tara a dit qu'il était assez mûr. Elle avait tort. Un petit rire passa entre nous. Puis le silence reprit. Il s'éclaircit la gorge. J'ai trouvé la lettre. Mes doigts s'immobilisèrent. Je ne voulais pas que tu la lises maintenant, dis-je. Je sais. Mais je l'ai fait. Et alors? Ça m'a fait honte. Je restai silencieuse. Je n'étais pas au courant pour la brochure, continua-t-il. Jusqu'après ton départ. Je l'ai confrontée. Elle a dit que c'était juste pour étudier les options. Mais nous savons tous les deux ce que ça signifie. Oui, dis-je. Nous le savons. Il expira. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu pas lutté? Parce que ça m'aurait fait petit, dis-je doucement. Et je suis assez petit depuis des années. Il ne répondit pas. Je respirai juste à travers cette prise de conscience. Tu nous as portés, murmura-t-il. Et on t'a fait sentir comme un bagage. Cette phrase, on t'a fait sentir comme un bagage, m'a anéanti. Parce que c'était vrai. Ils m'avaient fait entrer et sortir de leur vie selon les besoins. Ils m'avaient stocké, utilisé, manipulé. Mais ils ne m'avaient pas vu. Plus tard dans la soirée, Tara a appelé. Je ne m'y attendais pas. Son nom à l'écran m'a fait réfléchir. J'ai décroché, mais je n'ai rien dit. Maman, commença-t-elle, un nom qui ne semblait plus aussi familier maintenant. Je voulais juste te dire. Je suis désolée. Je ne voulais pas que tu te sentes indésirable. Je ne répondis pas tout de suite. Je pense, dis-je, que tu ne voulais pas te faire prendre. Elle resta silencieuse. Puis, je ne savais pas à quel point tu avais fait quelque chose avant ton départ. C'est ça, les gens discrets, dis-je. On construit des vies sous tes pieds. Elle m'a demandé si je reviendrais. Pas maintenant. Pas immédiatement. Juste, un jour. Eden me manque, dis-je doucement. Mais la version de moi-même que je suis devenue dans cette maison ne me manque pas. Que veux-tu dire? Je veux dire la version qui attendait la permission de se reposer. De parler. D'être. Tara déglutit. Je l'entendis au téléphone. Je ne mérite pas une seconde chance, je sais. Mais Eden, oui. Elle avait raison. Il l'avait. Le lendemain, j'ai envoyé un petit paquet à Eden. À l'intérieur. Une photo de moi sous le frangipanier. Une petite figurine de lion. Une carte avec le texte suivant. Grand-mère grandit aussi. Tout comme toi. Je n'ai rien écrit de plus. Parce que j'avais appris que la présence ne se résume pas toujours à des paragraphes. Parfois, un geste suffisait. Autour de la retraite, les gens ont commencé à me demander si je voulais rester plus longtemps. Peut-être, ai-je répondu. Une femme de Makurdi m'a proposé de partager son appartement si j'avais besoin d'une pause après les collines. Une autre du Y m'a dit que sa cousine tenait une petite bibliothèque et avait besoin d'aide. J'avais l'impression que des portes s'ouvraient. Ou peut-être que je les voyais enfin. Ce soir-là, j'ai écrit une nouvelle entrée dans mon journal. La liberté, ce n'est pas bruyant. C'est traverser sa propre vie sans demander à être là. Je ne sais pas si je retournerai un jour chez eux. Je rendrai peut-être visite à Eden. M'assoirai avec lui au parc. L'accompagnerai à l'école si on me le permet. Mais je ne redeviendrai pas la version de moi-même qui attendait sur le seuil de la porte qu'on me reconnaisse. Elle est partie. Et j'ai décidé de ne pas la pleurer. La retraite s'est terminée un dimanche. Il n'y a pas eu de grand final. Juste un petit déjeuner léger composé de galettes de papaye et de millet, des accolades échangées comme des écharpes pliées, et des promesses qui n'en étaient pas vraiment, juste des ententes discrètes entre femmes qui s'étaient pleinement connues. Je suis restée 2 jours de plus à Calabar. Non pas par nécessité, mais parce que je le voulais. C'était la première fois depuis des années que je ne me sentais pas coupable de prolonger mon séjour. Personne ne comptait sur moi pour renouveler des ordonnances ou signer des autorisations.
Personne n'attendait que sa chemise soit repassée. Personne ne scrutait le réfrigérateur en m'appelant. J'étais devenue invisible chez moi. Maintenant, j'étais devenue visible à moi-même. Le 3e jour, je me suis promenée au bord de la rivière. La brise était enjouée. L'air sentait la mangue mûre et la terre humide. Et j'ai repensé à toutes les fois où j'avais sacrifié la joie au nom de la stabilité. Toutes les fois où je m'étais dit « Ce n'est pas ma saison. Laisse-les partir d'abord. Je me reposerai plus tard. » Plus tard était enfin arrivé. Et j'étais toujours là. Respirant. Digne. Vivant. Mathieu m'a envoyé un message vocal ce soir-là. Eden a demandé si on pouvait aller voir grand-mère le mois prochain. Il a fait une liste de questions qu'il voulait te poser. L'une d'elles est « Quelle est l'odeur de la joie ?» J'ai souri si largement que j'ai effrayé un oiseau sur le rebord de la fenêtre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais m'asseoir avec ce moment. Avec cette phrase. Quelle est l'odeur de la joie? Ça sent l'huile de coco chauffée sur un poêle. Comme la poussière après une pluie d'eau. Comme la papaye à son apogée. Comme la liberté. Tara n'a plus jamais rappelé. Pas après ses excuses. Et je ne l'ai pas poursuivi. J'avais accepté que certaines relations restent brisées, non pas parce qu'on ne les a pas bien soudées, mais parce qu'elles n'ont jamais été construites avec des matériaux réels. Mais je lui ai quand même envoyé un message. Un seul. Il disait, « Sois bienveillante envers ton futur moi. Un jour, tu seras la femme que personne ne verra. » Elle l'a lu. Elle n'a pas répondu. Et c'était normal. 2 semaines plus tard, j'emménageais dans un nouvel appartement à UYO. Il était petit. Juste 2 pièces. Mais la lumière était belle, dorée et ample, comme l'espoir. Je n'avais emporté que l'essentiel, mes cahiers. Ma bouilloire. Une photo d'Eden et moi quand il avait 3 ans. Pas de fardeau. Pas d'histoire meurtrie emballée dans des cartons. Juste des débuts. Eden est venu me rendre visite un week-end. Nous sommes allés à la bibliothèque et nous nous sommes assis sous un anacardier. Il a dessiné pendant que je lisais. À un moment, il a levé les yeux et m'a dit « Grand-mère, c'est ta saison des lions. » J'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que les lions se souvenaient où est la porte. » J'ai souri. « Oui. » Il a hoché la tête. « Tu t'en souvenais. » Puis il a continué à dessiner. Cette nuit-là, il s'est endormi sur mon canapé, les doigts enroulés autour de la figurine de lion que je lui avais offerte. Et j'ai su, dans ce moment de calme, que je n'avais pas perdu de famille. J'avais acquis une vérité. L'amour n'a pas besoin de proximité. Il a besoin de présence. Il a besoin de courage. Et parfois, il faut partir pour revenir entier. Il m'envoie encore des photos de temps en temps. Tara publie moins. Mathieu me contacte plus souvent. Eden écrit des lettres avec des tampons dessinés à la main et des histoires de pièces de théâtre à l'école et de lacets cassés. Je lui envoie des poèmes. Des poèmes doux. Des moments intenses. Des moments qui lui rappellent que grand-mère continue d'écrire, d'apprendre, de devenir. Finalement, je n'ai pas disparu. J'ai juste arrêté de vivre là où je n'étais pas valorisée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai réservé le voyage. J'ai fait mes valises. Et j'ai laissé le silence parler pour moi. Parce que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse faire, c'est de partir sans claquer la porte. Et ne jamais redevenir la version de soi-même qu'il tenait pour acquise. Merci de votre écoute. Avant de partir, dites-moi, quelle est la limite que vous avez fixée et qui a changé votre vie? Partagez-la dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.